Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Chronique de disruption numéro 2. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Benjamin Faradji. Bonjour. Bonjour. Alors Benjamin, tu es le patron de Spuro Blockchain Platform et tu es l'un des grands experts français de la blockchain. Tu as écrit de nombreux livres sur l'architecture des serveurs web, la traçabilité, le e-commerce, tous aux éditions Duno, Tout pour à ceux que fait. ça intéresse. Voilà. Et j'ai lu aussi que tu étais expert auprès de la Cour d'appel de Reims sur les questions de système d'information. Tout à fait. Je ne sais pas si tu l'es encore. Si, mais on s'oriente plutôt sur la blockchain. Je souhaite m'orienter plutôt sur la blockchain que sur tous les systèmes d'information parce que le sujet est tellement vaste qu'il vaut mieux rester dans sa spécialité. Eh ben parfait, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux déjà dans un premier temps nous présenter ce qu'est une blockchain et puis qu'est-ce que fait Spuro dans ce domaine-là? Alors, je préférais évoquer la blockchain non pas en tant que technologie, mais en tant que cas d'usage. On va s'apercevoir que la blockchain, c'est qu'un outil qui va correspondre à un certain profil de cas d'usage et de métier. Donc, on peut séparer ça, on le verra peut-être en détail tout à l'heure, mais on peut séparer ça en 4 grandes familles. Il y a tout ce qui est classique, donc c'est la traçabilité, c'est ce qu'on appelle la gestion de la preuve, c'est ce qu'on appelle l'horodatage, la valeur probatoire. Ça, c'est les schémas classiques qu'on retrouve dans les blockchains qu'on installe depuis à peu près 5 ans. C'est la partie, je dirais, la moins disruptive, si on peut parler comme ça, c'est une amélioration de l'état de l'art. Après, il y a une deuxième approche de la blockchain qui est orientée automatisation de certaines tâches, donc on va appeler smart contract. Donc là aussi, là c'est un petit peu plus en technologie de rupture. Ça veut dire qu'il y a un mode de gouvernance et un partage de ce qu'on appelle d'une activité, d'un cas fonctionnel. Donc ça, c'est une deuxième grande famille qu'on retrouve un peu moins souvent maintenant parce que c'est plus complexe à mettre en place. Je ne parle pas de technique, je parle vraiment d'organisation, de l'aspect juridique. Il y a un troisième aspect auquel moi je crois énormément, c'est ce qu'on appelle la tokenisation de la vie réelle, entre guillemets, c'est-à-dire transformer certains actifs numériques en tokens partageables et bien sûr disponibles sur la blockchain. Et puis il y a la quatrième grande phase qui fait parler le plus de lui pour le moment, c'est ce qu'on appelle la notion de crypto-monnaie, qui est une variante de ce qu'on appelle des tokens fongibles. Donc, quand on veut définir la blockchain, il y a 2 manières de définir. Soit on le définit par l'usage, moi je préfère parler de cet aspect-là, soit on peut le définir par la partie technologique, c'est-à-dire le fait de faire un registre, le fait de faire des programmes informatiques. Mais ça, je pense que c'est secondaire quand on parle d'une application, que ça soit une application comptable, une application de paye, on ne commence pas à dire c'est fait dans tel langage et ça fait telle technologie. Par contre, un élément très important, c'est que toutes les applications et tous les cas d'usage qui vont être partagés sur la blockchain vont être décentralisés. Ça veut dire que la blockchain, c'est un sport d'équipe. Il faut être un certain nombre d'entités pour pouvoir faire vivre une blockchain et pouvoir mécaniquement lui donner une certaine valeur. Voilà la première approche que je pourrais apporter. Alors j'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde dès le début de cette présentation parce que c'est parfait. Non, c'est vraiment très clair. Après, je sais pas, est-ce qu'on pourrait peut-être vulgariser, de prendre un peu de recul sur ça? Comment t'expliquerais la blockchain à ma belle-mère? Alors, je dirais que, encore une fois, je dirais que tout dépend du besoin de ta belle-mère. Si tu as besoin, par exemple, ta belle-mère a besoin de garder un certain nombre de documents pour ses futurs héritiers, pour un contrat d'assurance, pour un contrat d'assurance vie, et que cette information ne soit absolument pas dévoyée ou tout simplement masquée, ou cette information disparaisse malheureusement lors de sa disparition, eh bien la blockchain va faire office de preuve. Donc c'est un outil qui permet de garder un certain nombre d'historiques. D'ailleurs, il y a même une blockchain qui aujourd'hui propose de mettre des photos de façon à ce que des héritiers puissent récupérer l'historique d'une famille. Voilà, ça c'est l'acte de mémoire. Ça pourrait être ça, en fonction de son besoin. Si par contre, ta belle-mère, elle aurait besoin tout simplement d'automatiser, par exemple, la distribution de son héritage à travers ses 15 enfants, eh bien, elle va mettre, pour pas qu'il y ait de confusion, elle va mettre un jeu de gouvernance, c'est-à-dire une règle du jeu, dans un programme qu'on appellera Smart Contract. Elle dira, lorsque je serai malheureusement disparu, eh bien, chaque enfant, en fonction de son historique de je sais pas quoi, de son âge, etc., recevra automatiquement X% de mes biens. Ça s'appellerait un Smart Contract. C'est comment distribuer d'une manière organisée et prédictive les futurs, je dirais, héritiers de ses biens. Ça peut être un programme automatique enregistré une fois pour toutes dans
dans une blockchain et qui fera preuve de valeur probatoire. Voilà la notion de smart contract. Alors moi, il y a deux choses qui me viennent en tête quand tu racontes ça. C'est que d'un côté, je me dis, bah, tout ça, ça existe déjà. Il y a déjà des notaires qui s'occupent de ça. Il y a déjà des contrats d'assurance vie qui font ça. Et enfin, personne n'a à s'en plaindre. Globalement, ça marche plutôt bien. Enfin, en France, peut-être dans d'autres pays où il y a de la corruption, c'est différent. Mais en tout cas, en France, ça marche plutôt bien. Et puis, le deuxième point aussi, c'est pourquoi c'est aussi révolutionnaire que ça de chercher à décentraliser? Alors, deux choses. Si on prend l'exemple des assurances vie, d'ailleurs, Spuro est en contact avec une société d'assurance vie. Ben, l'assurance vie, c'est très simple, c'est le cas vraiment idéal. Il y a beaucoup de contrats d'assurance vie qui, malheureusement, lors du décès du propriétaire de l'assurance vie, ben, tombent dans l'oubli total. Total, ce qui fait qu'au bout de 3-4 ans, en fonction des lois, je ne sais pas, normalement, les banques doivent rechercher les futurs héritiers, mais bon, on sait que l'effort est minime. Donc, voilà un exemple très concret comme quoi la blockchain peut être très utile dans ce cas-là. Maintenant, pourquoi ça serait une approche révolutionnaire? Révolutionnaire, je n'aime pas ce terme-là, c'est une approche que j'appellerais complémentaire. C'est deux modèles économiques complètement, je dirais, parallèles. D'un côté, tu as le modèle économique très centralisé où le pouvoir appartient aux financiers, où le pouvoir appartient à celui qui est au bon endroit au bon moment. Bon, qui est une logique qui est appliquée depuis des années. Puis il y a une autre logique qui va émerger, et c'est là où la blockchain va apporter sa valeur ajoutée. C'est une logique où l'appropriation du capital, le partage des résultats du travail de chacun sera réparti d'une manière décentralisée. Techniquement, ça n'a pas une valeur énorme, mais par contre, au niveau gouvernance et motivation des acteurs d'une société, ça change complètement la donne. Donc, on aura dans les années à venir des sociétés qui seront dans le schéma classique où il y aura le patron, celui qui investit, les cadres, des sous-cadres, les sous-sous-cadres et les salariés. Bon, ça, c'est le modèle classique. Et on aura dans les années à venir des sociétés qui vont se structurer d'une manière différente, d'une manière décentralisée. On pourrait penser à une forme de scope, de coopérative, mais cette fois-ci, cette démarche se fera d'une manière beaucoup plus simple. Ça, c'est la première approche. Maintenant, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui en France au niveau des notaires, des huissiers qui font preuve de ce qu'on appelle de valeur probatoire en garantissant qu'un document juridiquement est valable, etc. Tiers de confiance, qu'on pourrait appeler ça. Exactement, le tiers de confiance. Ils ne vont pas totalement disparaître. Leur métier va changer. Dans certains cas, on aura besoin d'eux, et dans certains cas, on aura peut-être un peu moins d'eux. Ils automatiseront certaines tâches, ce qui fait qu'on va diminuer les frais de certains types d'intermédiaires qui sont un petit peu privilégiés pour le moment. Je donne souvent l'exemple des banques qui nous commercialisent des cartes, etc., etc. Et chaque année, au mois de janvier, ils nous disent c'est plus 1 euro par rapport à votre abonnement. Alors, on peut toujours respecter en disant on va changer de banque, etc., puis négocier, mais globalement, 90% des gens disent oui, c'est très bien, on payera 1 euro de plus. Donc là, on voit bien qu'il y a une centralisation de décision, de lieu de pouvoir et de gouvernance, et puis on laisse faire. Voilà, c'est une philosophie qui se respecte aussi. Ils apportent un certain métier, un certain type de garantie. Maintenant, il y a une possibilité qui est parallèle, c'est le fait de dire que certains acteurs, certains individus se disent peut-être que nous, on est assez grands pour se débrouiller tout seul et pour pouvoir manager certains flux financiers. Donc, que ce soit au niveau du notaire, que ce soit au niveau du huissier, que ce soit au niveau de certains organismes centralisateurs qu'on appelle tiers de confiance, il y aura une démutation à venir. Je crois qu'il faut attendre quelques années. C'est exactement comme le courrier électronique a malheureusement un petit peu sacrifié la poste au niveau courrier. Donc, il y a des mutations qui sont en train de se traduire et quelques années de patience et on va voir émerger des solutions différentes. Alors, si on rentre dans le détail maintenant, est-ce qu'on pourrait parler plus sur... on va commencer à parler du tiers de confiance, tout ce qui est la notion de traçabilité. J'avais lu aussi au Honduras sur du cadastre, des sociétés qui sont dans la blockchain qui vont enregistrer du cadastre parce qu'il y a beaucoup de corruption et chacun, en tout cas le gouvernement, parfois s'approprie des terrains de certains. Donc là, ça me parle. Je vois un exemple concret dans certains pays sur l'usage de la blockchain, sur cette notion de traçabilité, d'avoir une confiance absolue dans quelque chose qui devient incorruptible. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, où il y a une confiance dans un outil. Oui, on peut partager cette approche-là, mais je me rends compte dans les différents dossiers sur lesquels on accompagne des clients, évidemment, la blockchain donnera la traçabilité du cadastre et des personnes qui ont vécu sur ce morceau de terrain, mais le plus difficile dans cette démarche, effectivement, c'est la partie juridique. Il faut absolument que les gouvernants ou tout simplement les responsables juridiques apportent une valeur qu'on va appeler probatoire et indiscutable. Aujourd'hui, si on regarde
de la législation. C'est valable sur les actifs numériques qu'on appellera des tokens. Ça, c'est déjà en cours en Suisse, partiellement en France, dans certains pays. L'Italie a commencé à donner la valeur probatoire des informations sur une blockchain, mais tant qu'on n'aura pas de la jurisprudence ou carrément des textes de loi et des décrets qui diront que toute information enregistrée sur une blockchain, ben, c'est à valeur probatoire, donc juridiquement défendable. Toutes ces expériences-là sont très intéressantes parce qu'elles font évoluer les choses, mais il manque encore un petit grain de sable qui fait que ça va devenir ce qu'on appelle la killer application, c'est-à-dire quelque chose qui va être reconnu par tout le monde et qui va être d'une manière utilisée d'une manière classique. On ne saura peut-être même plus qu'il y a une blockchain derrière. Donc pour le moment, tu veux dire que la technologie est en avance sur la partie législative, le cadre juridique? Complètement. Il faut reconnaître aussi que nous passons des périodes un petit peu bizarres, donc les juridiques ont d'autres chats à fouetter, donc ce n'est pas leur priorité, ça n'empêche pas qu'il faut s'en occuper. Mais si on fait le parallèle avec, par exemple, l'arrivée du fax, il a fallu beaucoup de temps pour que le fax devienne valeur probatoire. Il a fallu aussi beaucoup de temps pour que même le email commence à avoir un début de commencement de preuve, voire même devienne valeur probatoire. Donc tout ça, il faut des années pour que le grand public et les industriels et les gouvernants intègrent cette philosophie. Parce que le but du jeu, à la fin, s'il y a un recours devant les tribunaux, c'est que ce soit recevable. Voilà. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est un peu brasser du vent. Et voilà. S'il y en a besoin à un moment, il n'y aura rien, en tout cas pas de support devant les tribunaux. Donc effectivement, il y a besoin, c'est même une couche basse en fait, de dire que ça doit être un support pour l'émergence après de ces technologies plus grand public, quoi. On est tout à fait d'accord là-dessus. Donc c'est quelque chose qui… En vérité, comment ça va se passer comme d'habitude, j'allais dire. Il va y avoir des gens qui vont utiliser cette technologie et ce concept. Il va y avoir de la contestation des deux côtés des partenaires. Ça va se retrouver devant un tribunal et ça va faire jurisprudence. Donc après, on va suivre les procès en jurisprudence pendant les 2 ou 3 années à venir. Et en fonction des décisions qui vont se positionner, eh bien, on va donner ou pas donner tout de suite une valeur probatoire aux informations gérées par une blockchain en général, pas spécialement une blockchain, mais les blockchains en général. C'est le cas quand on est trop en avance sur… c'est un peu à la traîne, en fait, de rattraper quelque chose qui se passe déjà, quoi. Oui, les juristes sont plus prudents, ça paraît un petit peu logique dans leur démarche. Ok. Deuxième point, tu parlais beaucoup des smart contracts. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi, j'avais entendu parler des smart contracts dans, par exemple, des assurances pour, je sais pas, si on a un avion qui arrive en retard, on a 20% du billet qui est remboursé automatiquement. Voilà. Alors, le principe est très simple. On peut prendre cet exemple qui a été sorti il y a quelques années par un assureur qui s'appelle, c'est pas grave, qui avait un produit qui était un bêta-test qui s'appelait Fitzy. Mais prenons un exemple encore plus simple. Dans le domaine de la formation, par exemple, beaucoup de gens louent des salles de formation. On pourrait imaginer qu'un objet connecté, qui est la poignée de la porte de la salle de formation, soit un objet qui va transmettre des informations à un programme qui s'appelle un smart contract. Et à ce moment-là, au lieu de louer la salle à la journée, eh bien, cet objet connecté, qui est la poignée de la porte de la salle, va identifier la personne qui rentre, on peut imaginer par un code ou par l'empreinte de sa main, de ses doigts. Et à partir de ce moment-là, le smart contract commence à fonctionner. Il y a des conditions dans le smart contract que tout le monde a approuvé, c'est-à-dire 1 € la minute de location de la salle. Et à ce moment-là, on a un automatisme qui fait que lorsqu'on rentre dans la salle, on paye, lorsqu'on sort de la salle, on ne paye pas. Donc, quand on parle de smart contract, c'est comment automatiser d'une manière coordonnée et juridique des contrats qu'on pourrait faire sur papier, ou voire même qu'on pourrait faire en profil dématérialisé sur un Internet ou sur un intranet, ou sur Internet en général avec une application classique. Là, il y a une grosse différence, c'est que les différents acteurs, comme ils sont membres de la blockchain, sont tous à égalité en termes d'information et d'accompagnement. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, tu as des artistes, des écrivains, moi-même, comme tu l'as évoqué, j'écris des livres. Je signe des contrats avec un prestataire et une fois par an, ce prestataire me dit, voilà, tu en as vendu 2000, 3000 ou tu n'en as pas vendu du tout. Et puis, alors j'ai bien un contrat où j'ai un pourcentage sur ces livres, mais je suis incapable de vérifier ce qu'il est en train de me dire. Je lui fais totalement confiance. Si il avait mis en place, cet éditeur, une technologie qu'on va appeler décentralisée, je serais capable, moi, en tant qu'écrivain, de savoir presque jour par jour, si j'étais obsédé, de combien de livres j'ai vendus et combien potentiellement je vais toucher en pourcentage. Donc, on voit bien que d'un côté, chez Dunode, si on prend cet exemple, c'est quelqu'un à qui je fais confiance parce que tous les ans, il va me verser une commission sur les livres vendus.
mais je maîtrise absolument rien. Et même le fait de te payer, de faire le chèque, là, ça serait automatique aussi. Voilà, tout à fait. Ça serait des virements qui viendront directement. Mais à la limite, l'élément le plus important, c'est partager l'information avec les personnes qui ont fait le travail de base. C'est pareil d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit certains sites de musique sur la blockchain apparaître, qui vont être des concurrents indirects de la SACEM. Mais pour ça, il faut qu'il y ait toute une éducation des musiciens, enfin des chanteurs, etc., qui acceptent de passer sur ce type de modèle. Ce n'est pas toujours encore évident. Nous sommes quand même dans une société, nous avons eu l'habitude d'avoir toujours un recours à un tiers de confiance, à qui on fait confiance pour des raisons XY. Ça diminue cette philosophie. Mais pour le moment, c'est encore sur ce modèle que nous vivons. D'autant plus si ce tiers de confiance, c'est l'État, quoi. Oui, en plus. Oui, alors là aussi, on voit bien que sur les 10 dernières années, la culture du citoyen et la perception du citoyen a terriblement changé vis-à-vis de l'État. Bon, soyons raisonnables, heureusement que cette organisation existe. Encore une fois, il ne faut pas opposer une organisation décentralisée qui sera une partie de l'économie de demain et une organisation centralisée qui existera encore. Je crois que c'est une mutation qui arrivera avec les 5 et 10 années à venir. C'est là où il y a toute une démarche qu'on appelle disruptif. On est vraiment dans ce schéma-là. Donc, j'avais lu aussi sur les smart contracts qu'il y a du hacking de smart contracts. Est-ce que c'est fiable? Tout à fait. Alors, il faut bien comprendre, nous qui sommes développeurs de code et qui installons, nous avons une obsession de la sécurité. Alors, on a beau avoir une obsession de la sécurité, on en met des couches, et chaque fois qu'il y a une nouvelle attaque, on essaie de parer avec une nouvelle couche. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle de la mutation des informations, du système d'information. C'est comme si tu achetais une maison et tu essayes de mettre une alerte et puis des grillages et puis tu mettrais des fossés et puis tu mettrais de l'eau autour. Il y aura toujours quelqu'un qui arrivera quand même à passer quelque part. Donc, il y aura forcément… C'est comme un peu les cartes bancaires, hein. Il y a encore, malheureusement, des dégâts sur le système traditionnel des cartes bancaires. Il y a encore des dégâts sur ce qu'on appelle les chèques. Enfin, il y aura toujours une petite partie. Mais comme aujourd'hui, cette notion de crypto-monnaie est difficilement compréhensible du grand public. Est-ce que c'est sur des supports actifs valables ou tout simplement c'est de ce qu'on appelle de la spéculation? Il y a toute une démarche qui, au niveau communication, au niveau de l'information et du journaliste, fait qu'on est plus attentif dès qu'il y a une attaque parce que ça représente des sommes importantes. Mais je rassure tout le monde, le grand public, hein, les gens qui perdent de l'argent, ils avaient un certain niveau de compréhension du système et ils connaissaient le risque, pardon. Et donc, ça nous amène à parler crypto-monnaie et token. Je pense regarder token pour la fin, parce que c'est le sujet aussi qui nous intéresse. Tout à fait. Donc, la crypto-monnaie, d'où elle sort? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est que donc 2008, avec la crise financière, la chute de Lehman Brothers, c'est là qu'est inventé finalement le concept de blockchain qui sous-tend le Bitcoin. Et oui, Bitcoin a fait sa vie de crypto-monnaie. Et après, on garde la technologie blockchain pour développer d'autres choses. Mais cette crypto-monnaie, aujourd'hui, il y en a des milliers, je crois, différentes. Comment ça existe, en fait, d'où ça vient et pourquoi ça fluctue autant? Alors, il y a plusieurs éléments. Comment ça existe, d'où ça vient? Parce que tout simplement, c'est un petit peu la philosophie qui existe dans certains villages qu'on appelle la monnaie d'échange, le sel. Donc, en clair, c'est la monnaie locale. Toi, tu fais 1 heure de tondeuse à ton voisin pour lui rendre service et en contrepartie, il te vend des cours d'anglais. D'accord? Donc, ça, c'était dans une petite communauté, on s'échange. C'est 1 heure de travail pour 1 heure de travail. Alors, il y en a qui ont imaginé cette démarche en disant c'est 1 heure de travail, mais qui est transformé en une espèce de chiffre valorisé, d'accord, qu'on appellera des tokens, et qui se sont transformés par la suite en crypto-monnaie. Donc, derrière chaque crypto-monnaie, il y a quand même du travail. Alors, on estime que ce travail qu'il y a derrière une crypto-monnaie, c'est intéressant et ça vaut quelque chose, donc tout travail mérite salaire. Il y en a qui estiment que derrière cette crypto-monnaie, il n'y a rien, il y a du vent, il n'y a que des machines qui tournent, donc il n'y a pas un être humain qui travaille. Donc il y aura le clan qui va dire les crypto-monnaies, ça a de la valeur parce que ça représente des services, ça représente de la sécurité, ça représente pour moi un moyen de faire des virements plus rapidement ou plus sécurisés. Donc il y en a qui justifient la valeur de cette crypto-monnaie par le service qu'ils retrouvent en utilisant cette crypto-monnaie, puis il y en a qui disent cette crypto-monnaie, ça ne représente rien du tout parce que ça ne m'apporte aucun service. On est dans la même philosophie que lorsque tu achètes un tableau ou lorsque tu achètes un diamant.
Soit tu estimes que le tableau est fantastique et tu es prêt à payer 10 000 ou 1 million d'euros parce que c'est une œuvre qui représente la vie de l'artiste, etc., etc. Ça reste quand même assez subjectif. C'est une potentialité, quoi. Voilà, c'est une potentialité, surtout que des fois, tu peux acheter des tableaux à 3 000 ou 4 000 euros, puis 3 ans après, ben, malheureusement, voilà. Donc, et puis le diamant, c'est pareil. Aujourd'hui, l'éducation de l'être humain a fait qu'on donne une valeur au diamant. Je me suis toujours posé la question, pourquoi? Il y a forcément une raison historique qu'il faudrait creuser sur les 150 dernières années pour voir. Donc, on voit bien que c'est un phénomène, la crypto-monnaie, c'est un phénomène de confiance. C'est-à-dire, soit tu as confiance dans la valeur ajoutée que va t'apporter cette crypto-monnaie, parce que peut-être qu'un jour, il va te rendre un service que tu ne pourras pas avoir dans la monnaie traditionnelle, soit aussi, il faut être honnête, il y a une part de spéculation. Hein. L'être humain est parfois cupide aussi. Il faut tout partager, le tout. Hein. C'est ce qui explique cette espèce de fluctuation énorme entre, je dirais, la monnaie que nous connaissons, qui est une monnaie assez traditionnelle et relativement stable, et la monnaie qui n'arrête pas de fluctuer. D'ailleurs, au passage, on commence à voir maintenant ce qu'on appelle les monnaies stablecoin, c'est-à-dire les monnaies qui se basent sur la monnaie qu'on appellera fiduciaire, qui est relativement stabilisée. Et donc le token dedans, en fait, tu dis ça sous-tend la crypto-monnaie. Il y a un token qui est après converti en crypto-monnaie. Tout à fait. Il y a deux familles de tokens. Quand tu as la famille des actifs numériques qui se sépare en deux branches. Il y a ce qu'on appelle les tokens qui ont une valeur sous-jacente. En clair, ils représentent soit un bien, soit un service qui est homologué et reconnu, soit tout simplement la valeur d'une monnaie fiat, soit autre chose, un objet qui a une certaine valeur au lieu de, par exemple, un timbre-poste peut être représenté par un token. On appelle ça des actifs non fongibles, c'est-à-dire ils sont identifiés. La valeur du token est basée sur un sous-jacent réel. Puis après, tu as des tokens fongibles. Les tokens fongibles sont de la crypto-monnaie. C'est comme une pièce de 10 euros. Moi, je te donne le billet de 10 euros, bah, tu me le redonnes. Ça passera à M. Dupont et à M. Durand. C'est fongible, c'est-à-dire ça passe de main en main. On ne sait pas, on lui donne de la valeur parce qu'on a confiance, mais c'est comme un billet de 10 euros. Un billet de 10 euros, c'est qu'un papier. On lui donne de la confiance comme la monnaie fiduciaire. Donc, il faut bien séparer ce qu'on appelle la représentation virtuelle, soit d'un actif réel avec un sous-jacent réel, soit d'un actif numérique qui est une crypto-monnaie. Les deux s'appellent tokens, mais dans un cas, c'est un token non fongible, dans l'autre cas, c'est un token fongible. Donc, il y en a qui correspondent à des choses qui existent dans la vraie vie, c'est ça que tu veux dire? Complètement, complètement. Par exemple, on pourrait très bien imaginer, aujourd'hui, il existe un avantage. Et aujourd'hui, par exemple, tu vas acheter un immeuble avec 10 actionnaires, tu fais une société partagée où tu achètes tu achètes l'immeuble et chacun apporte dans la SCI un morceau du capital. Bon, prenons cet exemple en parallèle par rapport à ce qui peut se faire. Dans ce cas-là, nous sommes bien dans une démarche centralisée, mais comme nous sommes dans une démarche centralisée, dans un cas d'école bien précis, bon, au départ, on fait appel à un notaire, on fait tout ce qui est juridiquement valable. Et quand ça commence à fonctionner et qu'on veut revendre ses parts dans la SCI, ben on est obligé de repasser par des notaires ou par des tiers de confiance pour dire effectivement, j'ai une part, donc je la montre, ça a été homologué juridiquement, blablabla, etc. Et ça fait des frais. Maintenant, imagine la même chose. Au départ, tu fais bien ta société, donc tu achètes cet immeuble d'une manière juridique, mais toutes les informations sont gérées par une blockchain. Ce qui veut dire que lorsque tu vas vouloir revendre des parts de cette société ou des parts actifs numériques, eh bien, la passation va se faire avec quasiment zéro frais et puis, bien sûr, sans passer par le tiers de confiance. Mais à l'origine, on a quand même bien un contrat juridique qui prouve que c'est bien toi qui as investi au départ, on est bien passé par un notaire. Donc, tu vois, le rôle du tiers de confiance au départ, il est utile et le long de la vie de cette société collective, eh bien, elle n'aura plus lieu d'être puisque les informations du fait que tu es propriétaire de l'action, eh bien, va passer de main en main dans la blockchain et pas forcément avec un notaire. Voilà une différence de suppression du tiers de confiance. Ce qui est utile au début pour mettre un cadre légal et justifier les transactions. Ok. Donc le token, tu le vois à peu près comme une action, c'est ça? Alors le token, il a différentes formes. Là, on a un projet sur des philatélistes qui veulent s'échanger des timbres. Eh bien, le timbre, si c'est un timbre qu'on appelle non fongible, qui représente un vrai actif, un sous-jacent réel, eh bien, va devenir un token et ce timbre va voyager de propriétaire en propriétaire. Si les gens ils veulent s'échanger, dans ce cas-là, ils vont s'échanger la valeur représentée par le token par le timbre.
Donc, c'est pas forcément que des actions, c'est pas forcément qu'une représentation de parts de société, etc. Ça peut être ça. Un token, ça peut être tout. Ça peut être tout. Ça peut être la voiture qui est représentée. À ce moment-là, tu vas louer la voiture et on va te donner des commissions sur la valeur de ce token. Tu estimes que ce token la location de ta voiture, c'est 15 euros de l'heure. Ben il y aura un smart contract. Dès que quelqu'un rentrera avec son identifiant, eh bien, ça fera fonctionner le smart contract. Et dans cette blockchain, on enregistrera que M. Dupont a loué la voiture de M. Durand et c'est 15 euros de l'heure. Donc, je vais bien toucher mes 15 euros. Je vais toucher mes 15 euros dans la vraie vie sur mon compte bancaire en monnaie européenne, voilà. On va dire. Et à côté, il y aura un token aussi qui sera généré. Alors, il y a deux solutions. Il y a soit tu acceptes parce que tu es dans une communauté où toi-même, tu veux louer d'autres voitures. Il ne faut pas oublier, la blockchain, c'est un sport d'équipe. À ce moment-là, tu ne prendras pas tes tokens pour les mettre en monnaie fiat. Tu garderas tes tokens pour louer une autre voiture qui te plaît dans la communauté des gens qui acceptent de louer leur voiture à travers cette valeur de tokenisation. Donc, c'est un concept complètement différent. Quand tu es à l'extérieur, tu es en monnaie fiduciaire, mais une fois que tu es rentré dans la blockchain, dans la communauté, tu peux travailler avec ta propre monnaie et échanger des services avec ta propre monnaie. Et là, on n'a besoin de déclarer rien à personne, puisque juridiquement, on est dans une entité fermée. Par contre, si tu veux reprendre tes tokens un jour, parce que toi, tu as loué beaucoup de voitures, si on reste sur cet exemple-là, et qu'à un moment donné, tu en as marre de louer des voitures des autres avec des tokens que tu as pu récupérer, il faut bien qu'à un moment donné, tu puisses prendre tes tokens et revenir dans la monnaie qu'on appelle fiduciaire, parce que pour le moment, avec les tokens, on ne peut pas acheter le pain, quoi, hein, ça faut être clair. Ni avec le Bitcoin d'ailleurs, au passage. Donc, ce n'est pas fait pour ça. J'ai l'impression qu'en fait, ça nous amène à la troisième partie sur la finance décentralisée, parce qu'on est en train là, on parle de finance, on a des actifs qui ont une valeur, fermée, on va dire. Dans ce cercle fermé, c'est une valeur, je peux échanger tant que, je sais pas moi, mon token de location de voiture, ça me permet de louer d'autres voitures. Après, si, je sais pas moi, il y a mon boulanger qui se dit, ah ben moi aussi, je les accepte parce que j'ai envie de te louer la voiture. C'est ça aussi, il a un intérêt à rentrer dans des sports d'équipe. Et petit à petit, ça fait ça. Donc, comment tu vois, toi, cette finance décentralisée, ce qu'on appelle le hashtag défi Decentralized Finance, Est-ce que c'est la suite logique? Comment ça vit tout ça? Il y a deux aspects. Il y a un aspect que je ne partage pas totalement, tout en respectant les gens qui sont là-dedans. C'est le défi qu'on vit en ce moment, la finance décentralisée qu'on vit en ce moment, qui est pour moi une approche de spéculation, puisque sur ce schéma-là, on voit bien que les gens qui ont une trésorerie un peu abondante spéculent sur l'augmentation de certaines crypto-monnaies et font des emprunts en stablecoin pour acheter de ce qu'on appelle des coins non stabilisés. Et ils font un pari. Alors, des fois, ils perdent le pari, donc ils perdent un peu d'argent, puis des fois, ils gagnent leur pari. Donc, ça, c'est un aspect que j'apprécie moins. D'ailleurs, je n'apprécie pas non plus dans la partie bourse. Je trouve que ce n'est pas du tout éthique. Par contre, on peut très bien travailler sur ce qu'on appelle des approches défis dans des organisations qu'on appellera des organisations décentralisées et autonomes. Donc ça, c'est faisable, mais ça revient un peu à ce qu'on a partagé il y a quelques instants. C'est-à-dire c'est une monnaie interne par rapport à une organisation qui est une organisation décentralisée où chaque membre reçoit sa récompense. Donc, quand on parle de défi, est-ce qu'on parle du défi dans le sens spéculation ou est-ce qu'on parle du défi dans le sens organisation presque éthique? C'est deux choses différentes. Si on me parle de défis en disant certains pays dans le monde, et surtout certains citoyens de certains pays, sont défavorisés par rapport aux pays très riches comme l'Europe, les USA et certaines régions de la Chine, etc., qui profitent un petit peu de cette abondance financière, je trouve que défi est une excellente solution. Au départ, Facebook, avec sa philosophie Libra, qui va devenir Diem maintenant, était un peu dans cette approche-là. Même s'il y a du business derrière, il y avait quand même un gramme au moins de visibilité pour les gens qui n'ont pas du tout les moyens d'avoir un compte de banque. Donc ça, c'est un défi qui pourrait être intéressant. Si on parle du défi spéculation, j'en suis moins fan, mais bon, ça existe, il faut faire avec. Parce que là, je suis tombé hier dessus et je trouve que ça illustre bien ce que tu dis. C'est en fait l'arrivée, enfin peut-être l'arrivée, j'ai découvert ça, pour moi c'est une arrivée, mais c'est pas peut-être assez ancien, de la finance décentralisée dans la vraie vie. Et en fait, moi, je suis tombé sur un portail de freelance qui s'appelle Latium. Et en fait, on peut fournir du travail. Donc là, par exemple, c'était de la traduction, du code informatique, et on est payé en crypto-monnaie. Et on peut choisir, il y en a qui sont en Ether, en LAT, en Bitcoin, voilà. Et on reçoit cet argent. Je crois que le LAX, c'est peut-être la crypto-monnaie ou le token de cette plateforme-là. Et je me dis, mais en fait, on est en train de faire un écosystème parce que moi, je vais faire, je sais pas, un travail de traduction. Je suis payé en token.
Oui. Et derrière, moi, je vais avoir besoin d'un développeur derrière. Donc, je vais utiliser cet argent-là pour payer mon développeur. Je ne Voilà. sais pas si c'est le mot argent, C'est mais on crée exactement. un écosystème Voilà, tout à fait. vertueux où on est ensemble, on est, comme tu disais, sport d'équipe, et on va Voilà. être rétribué pour un vrai travail dans cet argent-là qui va nous servir à payer d'autres choses avec pratiquement aucune commission dessus. On est tout à fait en phase. Je crois que cette notion de sport d'équipe et cette notion de communauté, c'est quelque chose. L'intérêt de ce type d'acteur que tu as évoqué, c'est que en théorie, il faudra maintenant voir en pratique, il faut que tous les membres qui sont les traducteurs, celui qui va développer, qui va rendre un service, doivent être ce qu'on appelle des nodes de la blockchain. Il faut qu'ils puissent, parce que s'ils sont que des utilisateurs, c'est comme si c'était un site Internet avec une espèce de centralisation. Ce qui fait que la valeur ajoutée de cette organisation va devenir très positive, c'est quand un certain nombre d'utilisateurs deviendront eux-mêmes des nodes. Alors, pour faire simple, administrateurs, si on veut parler. D'accord. Donc, ils vont participer à la gouvernance, à la décision, à la valeur potentielle du token. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui se met en ordre de bataille. Et moi, je défends cette approche-là. Et qu'est-ce que tu penses là de Elon Musk qui vient d'investir 1,5 milliard en Bitcoin? Et est-ce que derrière, de dire si derrière je pourrais payer ma Tesla en Bitcoin? Ah oui, alors donc, je crois que ça fait beaucoup de bien au Bitcoin. Alors là, je suis toujours dans la partie qu'on appelle défi, un petit peu légèrement spéculation quand même. Hein. Il faut savoir que les gens qui investissent des sommes pareilles, c'est qu'ils ont de la trésorerie, tant mieux pour eux, on va bien leur face, mais même si ça diminue en termes de valorisation ou en termes d'approche, c'est toujours embêtant, mais ce n'est pas catastrophique pour eux. Donc, je crois qu'il faut bien faire la séparation entre les gens qu'on va appeler qui vivent dans un monde, que ça veut dire c'est normal, ça ne veut rien dire, mais enfin dans un monde à peu près économiquement où ils ne peuvent pas se permettre de mettre 1 million d'euros, voire 10 000 euros, voire 1 000 euros, en dire je vais augmenter. Non, je crois que c'est intéressant parce que ça fait parler du Bitcoin, ça fait avancer cette philosophie. Moi, je pense que de ce côté-là, c'est plutôt positif parce que tout le monde en parle. Donc, du coup, ça attire l'attention de tout le monde sur ce qu'on appelle la crypto-monnaie et son sous-jacent en blockchain, et peut-être un jour ce qu'on appelle le défi éthique. Donc, c'est un petit progrès, mais je reste quand même très prudent par rapport à ce qu'il est en train de partager. Parce que je me suis dit en faisant ça, en fait, s'il veut qu'on puisse payer sa Tesla en Bitcoin, est-ce qu'il ne s'adresse pas aux millionnaires du Bitcoin, des gens très riches qui ont fait Voilà. fortune en ayant investi il y a peut-être 10 ans ils ont compris le truc et puis aujourd'hui ils sont très riches parce qu'ils ont mis un petit billet qui vaut beaucoup, beaucoup d'argent aujourd'hui et qui ont beaucoup de Bitcoin sur les bras et dit autant les utiliser et pouvoir vendre ces Tesla à ces gens-là. Oui, ça peut être une possibilité. Ça peut être aussi une opération marketing de grande envergure. Il faut voir, il a peut-être investi 1 milliard en Bitcoin, donc il n'a pas déjà tout perdu son argent. Puis il faut voir le nombre d'articles qu'il a généré en même temps. Donc, du C'est coup. des RP, quoi, c'est des relations presse. Et en même temps, il a fait Oui, monter le cours aussi, il a fait exploser le bien cours, donc il a sûr, fait une bien grosse sûr. Non, mais plus-value. vous savez, enfin aujourd'hui, c'est bien et pas bien, j'en sais rien. Je suis pas analyste, mais pour 1 euro de vrai travail, il faut 1 euro de communication pratiquement pour que ce travail soit reconnu. Faire savoir, savoir faire, c'est deux choses différentes. Hein. On peut avoir du savoir-faire, mais si vous ne faites pas savoir, vous êtes tout seul à savoir que vous savez faire. Donc c'est bien beau, mais il faut communiquer aujourd'hui. C'est un monde où il faut communiquer. Alors pour conclure, c'est sur un peu l'ouverture, la suite, comment on voit les choses. En fait, en y réfléchissant, en préparant cet entretien, je me suis dit, c'est assez bizarre ce qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'on ne serait pas en train de normaliser les pratiques du dark web? C'est-à-dire qu'il y a des phases cachées. Le Bitcoin, qui était la monnaie, peut-être encore aujourd'hui, hein, la monnaie du dark web, où on payait des choses complètement illégales, où on peut acheter une voiture volée en Bitcoin ou engager un hacker en Bitcoin. Cette pratique-là se retrouve dans la vraie vie, où on pourra acheter sa Tesla en Bitcoin et engager un freelance, un indépendant, et le payer en crypto-monnaie. Donc, on a Alors, une émergence de ce qui se passait un peu sous le manteau, sous les radars de façon complètement illégale, avec une normalisation des comportements de façon tout à fait légale. Peut-être dans un cadre juridique qui manque aujourd'hui, mais d'assister à cette évolution, comme on a pu le voir sur les plateformes de streaming. Avant, c'était du téléchargement illégal, Napster, etc. Pareil pour les films, et puis il y a Netflix qui est arrivé, qui normalise ces comportements avec des pratiques plus juridiques, alors qu'avant, ça se faisait plutôt sous le manteau. voilà, tu as la réponse presque dans la question. On a un outil. Après, cet outil donne des usages. Et dans le cadre de ces usages, il y aura toujours un certain pourcentage d'usages qu'on va appeler malhonnêtes, dans le sens où ça fait du tort aux gens. D'accord. Et puis, il y aura 90% d'usages qui seront opérationnels et qui seront tout à fait dans la norme et couverts par l'aspect juridique. D'ailleurs, il y a un élément qui
qui est en train de… On parlait tout à l'heure de la législation qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir prendre la monnaie fiduciaire, le passer en monnaie crypto et récupérer sa crypto en monnaie fiduciaire, enfin faire des mouvements que moi j'appellerais plutôt spéculatifs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Eh bien, il faut quand même entre guillemets, se déshabiller, sa carte d'identité, son passeport, où tu habites. Voilà, on revient dans le schéma, pas classique totalement, ça dépend dans quel pays on habite, etc. Mais si je parle de l'Europe et de la France en particulier, il faut vraiment montrer carte blanche pour pouvoir, un, investir, ça c'est facile, puis deux, récupérer sa monnaie, si on a envie de revenir à la monnaie fiduciaire. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est en train de s'organiser. Et puis petit à petit, on va voir que ça va rentrer pour une partie de la population dans quelque chose de assez naturel. D'accord. Tu vois, donc ça va se normaliser les comportements. À partir du moment où il y aura le sous-jacent juridique, ça peut rentrer d'ailleurs, en parallèle, en complément d'autres. Enfin, on va garder de l'euro à côté, puis on aura d'autres crypto à côté. Exactement. Ça dépend des usages qu'on veut faire. Ça dépend si on veut partager. Tout à l'heure, tu as donné un excellent exemple de traduction et des développements. Effectivement, nous, on est en train de travailler sur 2 projets qu'on appelle DAO, organisation décentralisée. Donc, peut-être que ces projets-là qui sont sous forme de POC, de preuve de concept, si on arrive à bien finaliser la démarche et de faire ce petit exemple, enfin on travaille sur un exemple, si on arrive à le déménager, peut-être que on peut le voir à un niveau beaucoup plus grand. On peut imaginer, dans certains cas d'école, une organisation qui est complètement différente avec cette décentralisation, le partage des pouvoirs, le partage de la gouvernance. Bon, ce n'est pas une société idyllique que j'évoque là, c'est juste une autre manière de faire de l'économie. Il n'est pas question on n'est pas dans un monde de béni oui, tout le monde doit manger et tout le monde doit gagner sa vie. Plutôt une coopérative, ce que tu disais. Oui, oui, tout à fait. C'est un associatif coopératif, mais dans un monde économique où la bagarre est réelle. Donc on n'est pas dans les fleurs bleues, quoi. On est vraiment dans un vrai monde, mais avec une vision différente, avec une motivation. Moi, je reste persuadé que la motivation des êtres humains, soit c'est par la passion de leur métier, soit la passion de leur type de recherche, mais la motivation de l'être humain, c'est aussi parfois la récompense de leur travail. Et s'ils participent d'une manière plus directe et plus automatique à la récompense de leur travail, en étant comme s'ils étaient actionnaires de leur société, en quelque sorte, d'ailleurs c'est le cas, puisqu'on achète des téléphones pour ça, eh bien leur motivation et leur enthousiasme au travail, le fait d'aller tous les matins aller bosser, c'est peut-être un élément complémentaire. Il y a le plaisir d'aller au travail parce qu'on fait des belles choses, ou on fait un métier qui nous passionne. Pour ma part, moi, je suis passionné par mon métier, donc à la limite, ça ne me pèse pas de faire tout ce que je fais. Mais si maintenant, en plus, je peux participer au fait que ce métier rapporte un service qui rapporte de l'argent et que moi, je peux en récupérer une petite partie, je ne dis pas non, je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cet entretien. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'aller plus loin, Benjamin est formateur chez Acadis. Donc, on a une formation sur la blockchain et une autre formation sur la finance décentralisée qui arrive bientôt. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur acadis.fr. Et puis, je te dis, Benjamin, à bientôt. Merci pour cet entretien. C'est moi qui te remercie, Samuel. À très bientôt.